Sud Radio, le débat de la semaine. La France a-t-elle les moyens de traverser une crise durable avec la Russie? On reparle évidemment de cette guerre en Ukraine. Je rappelle que les forces russes continuent à progresser, notamment dans la ville de Kharkiv, deuxième ville du pays au nord-est de l'Ukraine, mais également dans le sud du pays à partir de la Crimée, puisque deux grandes villes ukrainiennes, dont la ville de Kherson, sont, d'après les Russes, complètement encerclées. Kiev tient toujours, mais le président ukrainien, c'est une information qui nous parvient à l'instant, Volodymyr Zelensky se dit, et c'est une nouveauté, prêt à des négociations avec la Russie, à une condition, c'est que ces négociations n'aient pas lieu comme le voulaient les Russes en Biélorussie, territoire de M. Loukachenko, pays allié de Vladimir Poutine. Pour parler de cette crise avec nous, Philippe Chalmin, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie, spécialiste du marché des matières premières. Vous êtes notamment président du cercle Cyclope, notamment cercle de recherche sur ce marché des matières premières extrêmement impacté par cette guerre. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Christian Macarian. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes chroniqueur international au magazine Le Point. Vous êtes aussi éditorialiste chez nos confrères de Radio Notre-Dame qu'on salue. Peut-être d'abord une première réaction avec vous, Christian Macarian. Une nouveauté, le président ukrainien se dit prêt à des négociations. Alors, c'est pas tout à fait une nouveauté, c'est un renouvellement qui en soi est une forme d'information. En vérité, M. Zelensky souhaite que des négociations s'ouvrent en Pologne, alors qu'évidemment, la partie russe, en l'occurrence plutôt Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe. Le ministre des Affaires étrangères russe qui s'exprime davantage que Poutine sur ce sujet, car Poutine, il faut toujours le rappeler, méprise souverainement Zelensky. Il n'envisage même pas de lui adresser la parole. Mais donc les Russes souhaitent, eux, que les rencontres aient lieu sur le sol de la Biélorussie, pays complètement assujetti à la Russie, comme tout le monde le sait. Donc tout le monde est prêt à se voir, mais chacun chez soi, il va falloir que ça se fasse en terrain neutre quelque part. Oui, c'est un classique de ces opérations-là. Quand Joe Biden et Vladimir Poutine se sont rencontrés, il y a eu plusieurs hésitations sur plusieurs villes avant que ça finisse à Genève. Il y a eu, les Russes proposaient autre chose. C'est d'ailleurs les Russes qui voulaient Genève. Les Américains étaient fixés sur une autre destination au départ. Ça n'est pas en soi extrêmement significatif, c'est plutôt le principe de la négociation qu'il faut retenir. En fait, ce qui, à mon avis, sort de cette nouvelle proposition de Zelensky, c'est que Zelensky, après avoir un petit peu ralenti tout de même et surpris les Russes par le taux de résistance de la population ukrainienne dans un vrai sursaut patriotique autour de son président, eh bien Zelensky fait une offre en disant en gros vous voyez que le peuple est avec moi, donc essayons de parler. Alors ça ne veut pas dire que les Russes vont l'accepter, mais c'est en tout cas à mon avis le sens de la démarche. Et c'est une avancée en tout cas dans ce conflit. Philippe Chalmin, ce conflit a d'ores et déjà de grosses conséquences, notamment sur le plan économique. Hier, s'est ouvert à Paris le salon de l'agriculture sur fond d'inquiétude, puisque la Russie est un important exportateur de matières premières, l'Ukraine aussi d'ailleurs, et en particulier le blé. De quoi risque-t-on de manquer ? De blé, certainement pas, parce que je le rappelle, l'Union européenne est exportatrice de blé. Importatrice de maïs peut-être, mais exportatrice de blé, la France tout en particulier. L'impact en ce qui concerne les produits agricoles se fera par le biais du prix sur les marchés mondiaux. C'est vrai que le blocage des exportations céréalières de la mer Noire, parce qu'actuellement c'est ce qui s'est passé. Absolument. Il y a un bateau qui avait chargé du blé russe qui a été touché par un missile. Du coup, les assureurs maritimes, les compagnies maritimes ne veulent plus prendre ce risque. Donc pour l'instant, les dernières exportations de la campagne 2021-2022 sont bloquées. Une bonne partie était déjà sortie, mais ça a provoqué une flambée des prix. Alors une flambée des prix que l'on retrouve sur les prix européens, puisqu'il n'y a plus de politique agricole commune, donc les prix européens et les prix mondiaux, c'est la même chose. Alors, c'est bon dans un sens pour les producteurs de céréales. Mais moins pour les consommateurs. C'est mauvais dans un... Non, alors écoutez, non, c'est mauvais pour les éleveurs, parce que ce sont eux qui, notamment, peuvent être amenés à acheter des céréales pour l'alimentation du bétail. Pour les consommateurs, arrêtons
quand on sait que la part du blé dans le pain, c'est 8 centimes pour une baguette, arrêtons de nous faire sourire. Et donc là, il n'y a pas, je dirais, d'inquiétude majeure au niveau du consommateur. Il peut y en avoir au niveau des filières d'élevage, notamment le porc, les volailles, etc. Oui. Et puis, et je dirais que le plus important pour l'agriculture française, puisque nous parlons au salon de l'agriculture, c'est l'impact, mais qui était déjà dans le gazoduc, c'est le cas de le dire, du fait de la hausse des prix du gaz naturel depuis l'automne dernier, c'est l'impact sur le prix des engrais, qui pourrait d'ailleurs être étendu. Gaz naturel, ça sert à faire des engrais azotés. Vous savez que pour les engrais, il y a 3 principes, l'azote, le phosphate et la potasse. Et malheureusement, la potasse, l'un des grands producteurs, c'est la Bélarus, qui est au fond un vassal de Moscou. Et s'il y a des sanctions, la Bélarus sera probablement incluse, ce qui risque de faire augmenter un peu plus les prix de l'ensemble du complexe des engrais. Donc il y aura notamment des effets secondaires sur l'agriculture, des effets aussi sur le marché de l'énergie. Philippe Chalmin, évidemment, ça c'était la première crainte. Ben bien sûr. Non, le problème majeur, c'est le problème du gaz naturel. C'est le problème du gaz naturel parce que là, il y a une dépendance européenne. En moyenne, nous importons un peu plus d'un tiers de notre gaz naturel de Russie. Je dis en moyenne pour l'Europe. Plus vous allez vers l'Est, plus le pourcentage est élevé, jusqu'à 90% pour la Finlande, par exemple. La France, on est à moins de 20%. L'Autriche est à 100%. Voilà. Mais surtout, ce qui est important, là encore, tout passe par les prix. Car ça n'est pas encore le cas. Si les robinets étaient coupés, si nous devions aller chercher du gaz naturel ailleurs, c'est-à-dire importer du gaz naturel liquéfié, c'est la seule autre source, des États-Unis, du Qatar, d'Australie, etc., ceci aurait bien entendu tendance à augmenter encore un peu les prix. Ils ont pris 30% la semaine dernière, oui. Ils peuvent augmenter encore, ils étaient encore plus élevés au mois de décembre dernier, donc hausse des prix du gaz, hausse des prix de l'électricité, puisqu'en Europe, le gaz et l'électricité sont liés les uns aux autres, et je dirais par un effet de capillarité, on l'a déjà vu, et c'est pas finalement le plus important, hausse des prix du pétrole. Et hausse des prix du pétrole qui serait aussi particulièrement inquiétant. Alors il faut des terminaux, notamment dans les ports, Christian Macarian, pour acheminer du gaz naturel liquéfié si on veut sortir de la dépendance au gaz russe. Le patron de Total, il y a 2 jours, disait qu'il fallait 3 ans pour construire un terminal. L'Allemagne n'en a construit aucun, alors que depuis 2014... l'Europe et la Russie sont légèrement en crise avec l'annexion de la Crimée. Pourquoi on ne s'est pas préparé ? Parce qu'on a toujours pensé qu'on trouverait un terrain d'entente avec Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, c'est le problème global de cette invasion de l'Ukraine. C'est que Poutine nous a encore une fois surpris alors qu'on le voyait tout le temps et que des rencontres avaient lieu. Donc là, il faut vraiment que l'Occident s'interroge sur sa lecture de la Russie, sa compréhension de la Russie. C'est un pays sur lequel on n'a pas travaillé en profondeur, notamment sur le plan idéologique. On ne s'est jamais penché sur les ressorts profonds qui animent Vladimir Poutine. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit, et ce que je trouve absolument insupportable, oui, il a perdu la raison, c'est irrationnel, etc. Mais c'est on psychologise. Mais c'est on psychologise. C'est de la psychologie de bazar, de très bas étage. S'imaginer que Vladimir Poutine fait n'importe quoi, c'est parce que la fainéantise intellectuelle des Occidentaux a conduit en gros à condamner Poutine. C'est tellement plus pratique, sans essayer de comprendre que cet homme avait une idéologie, pour nous, tout à fait effroyable, parce qu'elle est tout à fait contraire à la démocratie et aux principes humains, mais que cette idéologie supposait de passer à l'action. Et ça, ça n'est donc pas irrationnel, c'est inacceptable pour l'Occident, et il ne faut pas l'accepter, mais on n'a pas voulu comprendre qu'il y avait derrière tout ça une idéologie. Je vais vous en donner un seul exemple. Il y a ce qu'on appelle une théorie qui est au Kremlin aujourd'hui, qui s'appelle l'État long. C'est pas un jeu de mots. L'État dans sa longueur. Pour un certain nombre de théoriciens, Poutine est un homme qui va dépasser les records historiques, tsars compris, des grands souverains de la Russie de tous les temps. En longévité ?
Voilà, puisque et après sa réforme de la Constitution de 2020, il est en position, j'ai pas dit que ça va se produire, mais il est en position de rester constitutionnellement jusqu'en 2036. Ce qui ferait de lui le recordman de toute catégorie de toute l'histoire russe depuis l'an 1000. Ah oui. C'est quand même quelque chose. Bon, eh bien, cet étalon suppose, pour se prolonger, des agressions régulières et une impopularité vis-à-vis des Occidentaux que beaucoup de théoriciens russes assument pleinement. Ils revendiquent même de l'assumer. Donc derrière Poutine, il y a toute une caste de gens qui pensent comme lui et qui le poussent à agir de cette façon-là. C'est donc pas un geste isolé et irrationnel, c'est malheureusement quelque chose de profondément enraciné. Alors quoi qu'il arrive sur le front ukrainien, et avant de poser une dernière question à Philippe Chalmin, est-ce que ça veut dire qu'on est reparti avec la Russie, l'Occident en tout cas, mais vers une espèce de nouvelle guerre froide, sans vouloir trop raccourcir les choses, avec moins de relations diplomatiques, beaucoup plus dures, et moins de relations économiques aussi? Alors là, pour l'instant, la guerre froide est chaude. Elle est même brûlante. Donc c'est un type de relation nouvelle, effectivement. Quelque chose s'est cassé, de l'ordre de la rupture historique, comme le 11 septembre 2001, comme 1989 et la chute de Berlin. Quelque chose s'est brisé dans la géopolitique globale. Et il faut bien penser à l'impact que ça peut avoir, par exemple, sur la Chine qui parle maintenant de façon tapageuse de Taïwan. Parce que bien sûr, si la Russie avale l'Ukraine, la Chine ne peut pas apparaître en reste et va immédiatement viser Taïwan. Surtout que l'interprétation des Chinois, c'est que les Américains ne réagissant pas militairement vis-à-vis de l'Ukraine, donc, si j'ose dire, la voie est libre pour Taïwan. C'est la vision, peut-être, des dirigeants chinois. En tout cas, il faut faire très attention pour nous qui représentons le camp de la démocratie, des principes humains et qui a été pendant longtemps un des moteurs de l'histoire. Il faut faire très attention à ne pas laisser des régimes totalitaires et autoritaires interpréter le fait qu'on ne fasse pas la guerre comme une forme de mollesse. C'est la raison pour laquelle la réponse, à mon avis, économique, strictement économique, est totalement insuffisante et totalement inappropriée. Il faut quelque chose de beaucoup plus global et qui soit géopolitiquement très fort. Il faut vraiment un coup de poing au nom des valeurs de la démocratie. Renverser la table. En tout cas, revenons sur le plan économique, puisqu'on en est là pour l'instant en termes de mesures de rétorsion. Philippe Chalmin, est-ce que la France ou même l'Europe en général peuvent se passer d'échanges économiques durables, durablement avec la Russie? J'aurais tendance à dire oui. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Les sanctions économiques sont quelque chose, mais les sanctions économiques, elles vont jouer à moyen long terme, dans l'espoir un petit peu insensé, me semble-t-il, que cela fasse diminuer la popularité de Poutine et que celui-ci puisse être renversé de l'intérieur. Il me semble que ça n'est pas imaginable, au moins à court terme, et donc c'est clair qu'aujourd'hui, nous lui laissons toute liberté en laissant les armes de l'OTAN aux frontières, en disant on va envoyer des armes. Mais on n'entre pas. Le temps même que ces armes soient utilisées, parce que c'est quand même des trucs relativement modernes, il faut entraîner des troupes, etc., c'est une question de jours d'ici que l'Ukraine soit amenée à tomber. On aura la Moldavie, on aura la Géorgie. Alors ensuite, les choses seront différentes. Mais moi, cela me rappelle, c'est pas une très très belle comparaison, j'en conviens, mais il était dans la même logique, de la même manière que Poutine veut restaurer quand même une certaine forme d'empire russe, veut surtout faire oublier les humiliations des années 90. Un certain Hitler voulait faire oublier le traité de Versailles. Et il y a eu l'Autriche, il y avait eu les Sudètes, il y a eu la campagne de Pologne. Et la campagne de Pologne de 1939, elle ressemble simplement à la campagne d'Ukraine. À une chose près, c'est que les Polonais avaient été pris entre deux fronts, puisqu'ils avaient été attaqués à revers par les Soviétiques à l'époque. Mais effectivement, à cette époque-là, on a aussi vu des Munichois en France. Ça, c'est une expression qu'on avait presque oubliée. Merci à tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio ce
dimanche. Philippe Chalmin, professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine, spécialiste du marché des matières premières et président du cercle de recherche Cyclope. Merci à vous également. Christian Macarian, chroniqueur international qu'on peut lire dans le magazine Le Point, éditorialiste aussi chez nos confrères de Radio Notre-Dame qu'on salue. Vous écoutez Sud Radio, il est 9h22, presque 9h23. On va continuer à faire le point évidemment sur la situation qui évolue d'heure en heure en Ukraine, puisque le président ukrainien affirme à l'instant, Volodymyr Zelensky, qu'il est prêt à négocier avec les Russes, mais pas en Biélorussie. On va voir ça. Mais avant ça, on s'occupe de vous, tiens, de votre